Je m'appelle Chloé Rousseau. J'ai 34 ans, je suis électricienne agréée et je suis entièrement propriétaire de ma maison. Ce n'est pas une sorte de manoir moderne en verre ou quelque chose que l'on verrait dans un magazine de design. C'est une modeste maison de 3 pièces avec un garage que j'utilise vraiment, une pelouse que je tonds moi-même, et un prêt immobilier que j'ai remboursé plus vite que la plupart des gens ne le pensaient possible. Mon utilitaire est payé. Mes factures sont réglées. Ma vie est stable. Rien d'extravagant, juste du solide. Je n'avais pas toujours réalisé à quel point ce genre de stabilité pouvait être menaçant pour les mauvaises personnes. Je sortais avec Arthur Beaumont depuis environ 10 mois. Il avait 31 ans, travaillait dans la finance à la Défense, portait des vestes sur mesure même lors des vendredis décontractés. Il aimait les cocktails artisanaux et s'exprimait avec des phrases qui se terminaient par une douce assurance, comme s'il avait l'habitude qu'on soit d'accord avec lui. Sur le papier, nous n'avions aucun sens pour son monde, mais je pensais que nous avions du sens l'un pour l'autre. Arthur me disait toujours qu'il admirait à quel point j'avais les pieds sur terre, comment je ne courais pas après les titres ou le prestige, à quel point c'était rafraîchissant d'être avec quelqu'un de vrai. J'ai pris cela comme un compliment à l'époque. Je n'ai pas entendu la séparation silencieuse cachée derrière ces mots. Ses amis étaient exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Ambitieux, raffinés, discutant toujours de promotion, de projets de voyage, de régions viticoles de Bordeaux ou de Bourgogne dont je n'arrivais parfois même pas à prononcer les noms. Je les avais rencontrés peut-être une demi-douzaine de fois. Ils étaient polis, souriaient beaucoup, posaient des questions superficielles, et à chaque fois, il y avait ce sentiment subtil que je visitais un espace qui n'était pas fait pour moi. Il y avait des remarques que j'ignorais. Dans un bar à vin, au bout de 3 mois, quelqu'un a plaisanté sur le fait qu'Arthur s'encanaillait avec une fille de la classe ouvrière. Tout le monde a ri comme si c'était inoffensif. Lors d'un dîner, son amie Margot m'a demandé si j'avais déjà envisagé de faire quelque chose de plus de ma carrière. Quand j'ai dit que j'adorais mon métier, elle a penché la tête comme si je venais d'avouer quelque chose de regrettable. Arthur avait toujours l'air mal à l'aise quand ces moments se produisaient. Il changeait de sujet, me serrait la main sous la table. Plus tard, il s'excusait pour ses amis qui en faisaient un peu trop. Je le croyais. Samedi dernier, c'était l'anniversaire de Margot. Elle a insisté pour que je vienne. Elle a dit que ce ne serait pas pareil si je n'étais pas là. Cela aurait dû être mon premier véritable avertissement. Le restaurant du 8e arrondissement était cher, de cette façon très discrète, des serviettes en tissu, un éclairage tamisé, une carte des vins plus épaisse qu'un roman. Je portais mon plus beau chemisier et un jean propre. Tous les autres avaient l'air de sortir d'un événement de réseautage. Le dîner s'est bien passé au début. Des banalités, des histoires de bureau. J'écoutais plus que je ne parlais. Arthur restait près de moi, m'intégrant aux conversations comme s'il savait que j'avais besoin qu'on me rappelle que j'avais ma place ici. Puis le dessert est arrivé. Margot s'est levée, un verre de vin à la main, avec un grand sourire. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici », a-t-elle dit. Cette année ma tante a pris sur les relations et ce que je veux. Elle a balayé la table du regard, puis s'est arrêtée sur Arthur. Et t'observer a été très instructif. Arthur a ri, confus mais flatté. Comment ça, a-t-il demandé. Margot n'a pas hésité. Eh bien, toute ta phase où tu sors avec quelqu'un d'un milieu inférieur. Ça remet vraiment la vie en perspective, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais exactement ce que tu ne veux pas. La table a plongé dans le silence. J'ai senti mon estomac se nouer, mais mon visage est resté impassible. Elle a continué. Je veux dire, sortir avec quelqu'un de si différent de ton genre habituel. Une éducation différente, un mode de vie différent. Ça a été comme une étude de cas en direct pour le reste d'entre nous. Quelqu'un a gloussé. Un autre a hoché la tête. J'ai regardé Arthur. Il n'a pas dit un mot. Il est juste resté là, figé, embarrassé, silencieux. Pendant que ses amis portaient un toast à mon humiliation comme si c'était une leçon à retenir. J'ai fouillé dans mon portefeuille, j'ai posé des billets en euros à côté de mon assiette, je me suis levé et j'ai dit « Joyeux anniversaire ». Merci pour la leçon. Et je suis sorti. Je n'ai pas couru. C'est ce dont je suis la plus fière avec le recul. Je n'ai pas repoussé ma chaise assez fort pour faire une scène. Je n'ai pas sorti de réplique parfaite digne d'un film.
Je n'ai pas jeté de verre au visage de Margot ni hurlé sur Arthur au milieu d'un restaurant où des hommes en costume coupaient leur viande comme si rien au monde ne pourrait jamais les atteindre. Je suis juste parti tranquillement, proprement, comme si je m'extirpais d'un endroit qui n'avait jamais prévu de me retenir. Dehors, l'air était assez froid pour piquer. Le stand du voiturier brillait sous ses petites ampoules chaleureuses, et pendant une seconde, ça a semblé irréel, comme si j'étais sorti d'une pièce insonorisée et que je réalisais que mes oreilles bourdonnaient depuis le début. J'ai trouvé mon utilitaire, je suis monté à l'intérieur, et je suis juste resté assise là, les mains sur le volant. Dis-moi, pas 10 jours, pas une aventure, pas un on verra bien où ça nous mène. Dis-moi de dimanche matin et de plats à emporter partagés. Dis-moi avec la main d'Arthur dans mon dos quand nous traversions la rue. Dis-moi à l'entendre m'embrasser le front et me dire que j'étais différente ou d'une manière qu'il était censé admirer. Et maintenant je l'entendais à voix haute, ce que différente signifiait réellement pour eux. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne mette la clé dans le contact. Arthur appelait. J'ai fixé l'écran comme si c'était un défi. Rejeté. Un SMS est apparu immédiatement. Arthur, Chloé, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Un autre appel. Rejeté. Un autre SMS. Arthur, Margot était ivre. Elle ne le pensait pas. J'ai ri. Une inspiration brève qui ne ressemblait pas du tout à de l'humour. Parce qu'ivre ou non, les mots de Margot avaient été trop polis, trop assurés, trop précis. On ne fait pas un toast comme ça par accident. On ne qualifie pas accidentellement quelqu'un de phase devant 12 personnes à moins d'avoir répété l'idée dans sa tête bien avant que le vin n'atteigne le sang. J'ai conduit jusqu'à chez moi, mon téléphone face contre le siège passager, comme s'il était radioactif. Quand je suis entré dans ma maison, le silence m'a frappé plus fort que le restaurant. Pas de musique de fond, pas de tintement de verre, pas de faux rire, juste mon salon, mes clés frappant le plan de travail et la vérité se déposant dans l'air comme de la poussière. J'ai décapsulé une bière, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que mes mains avaient besoin d'être occupées. Puis, je me suis assise au bord de mon canapé et j'ai repassé les 10 derniers mois comme si c'était des images de vidéosurveillance. Les petits moments que j'avais balayés. La façon dont les amis d'Arthur me dévisageaient de la tête aux pieds comme s'ils évaluaient une marchandise. La façon dont ils me présentaient toujours avec des explications supplémentaires, voici Chloé. Elle est électricienne. Pas juste voici Chloé. Comme si mon travail avait besoin de contexte, comme s'il avait besoin d'être adouci. Et le pire, la façon dont il souriait toujours après, comme s'il pensait être d'un grand soutien. Vers 23 heures, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est illuminé si vite qu'on aurait dit qu'il paniquait. 19 appels manqués, 26 SMS. Je les ai fait défiler, la poitrine serrée. Arthur, je suis tellement désolé. Arthur, Margot est une idiote. Arthur, s'il te plaît, ne prends pas ça au sérieux. Arthur, tout le monde pense qu'elle a dépassé les bornes. Arthur, elle est jalouse. Elle est célibataire. Arthur, ne gâche pas ce qu'on a pour une connerie. Arthur, Chloé, réponds-moi. Arthur, je viens chez toi. Ce dernier message m'a retourné l'estomac. Non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que même maintenant, même après un silence humiliant, il pensait toujours pouvoir décider de la suite. Il pensait toujours que l'accès à ma personne était quelque chose qu'il pouvait exiger. J'ai commencé à bloquer les numéros. Son numéro personnel d'abord. Puis, quand un nouveau numéro a appelé 2 minutes plus tard, je l'ai bloqué aussi. Ma maison semblait trop immobile après ça, comme si les murs écoutaient. Minuit est passé. Puis, je l'ai entendu. Une portière de voiture claquant à l'extérieur. Je me suis approché de la fenêtre, soulevant les stores juste assez pour voir. Une élégante voiture noire, celle d'Arthur, garée de l'autre côté de la rue. Ses phares étaient éteints. Le moteur tournait encore. Et il était là, assis au volant, regardant ma maison. J'ai eu la gorge sèche. Puis il est sorti, a remonté mon allée comme s'il était à sa place, comme s'il n'avait pas laissé tout son groupe d'amis me transformer en blague. On a frappé à la porte, fermement, avec contrôle. Chloé, sa voix a traversé la porte. Je sais que tu es là. S'il te plaît, parle-moi juste un instant. Je n'ai pas bougé. Mes poings se sont serrés le long de mon corps.
Il a encore frappé. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. 5 minutes. Comme si tout ce qu'il avait laissé faire pouvait être effacé avec le bon ton de voix. Il a frappé pendant 10 minutes d'affilée. Puis il a arrêté. J'ai attendu, le cœur battant, m'attendant à ce qu'il parte. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores, il était de retour dans sa voiture, toujours là, à observer. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Parce que les excuses ne ressemblent pas à de la surveillance. Les regrets ne restent pas assis dans l'obscurité devant la maison de quelqu'un comme pour revendiquer un territoire. S'il était vraiment désolé, il m'aurait défendu quand ça comptait. Ce n'était pas des remords. C'était de la panique. À minuit 30, il a fini par partir. Je n'ai pas dormi. Le matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé un bouquet de fleurs posé sur mon porche comme un pot de vin. Il y avait un mot glissé dans les fleurs, je suis désolé. Ce que nous avons est réel. Ne laisse pas Margot gâcher ça. J'ai fixé l'écriture pendant un long moment. Puis j'ai jeté le tout à la poubelle. Les fleurs ne réécrivent pas l'histoire. J'ai fait du café et je suis resté devant l'évier de ma cuisine, regardant mon quartier tranquille. Le genre d'endroit en banlieue où les gens se saluent. Où personne n'essaie de vous classer selon le verre dans lequel vous buvez votre vin. Et mon esprit n'arrêtait pas de revenir à un détail précis. Pas la cruauté de Margot. Pas le silence d'Arthur, mais l'expression elle-même, sortir avec quelqu'un d'un milieu inférieur. Ce n'était pas un lapsus dû à l'alcool. C'était du vocabulaire. C'était un langage qui avait été répété suffisamment de fois pour sembler naturel en sortant de sa bouche, ce qui signifiait qu'il existait quelque part avant ce toast. Dans leurs discussions de groupe, dans leurs blagues, dans la façon dont ils parlaient de moi quand je n'étais pas là. Et le visage d'Arthur à table. C'était pire que de la colère. C'était de l'embarras. Pas un « comment oses-tu lui parler comme ça », mais plutôt « oh mon Dieu, tu l'as dit à voix haute ». C'est ce qui me rongeait. Je ne suis pas parti parce que Margot a été impolie. Je suis parti parce que mon petit ami n'a pas protégé ma dignité quand 12 personnes la regardaient se faire déchiqueter. Et un homme qui ne peut pas vous défendre en public ne vous mérite pas en privé. À midi, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas me disputer avec Arthur. Je n'allais pas négocier ma valeur. Je n'allais pas rester dans une relation où je devais me demander si j'étais un amour ou une leçon d'humilité. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, une notification de message vocal d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes paramètres et j'ai bloqué tous les numéros qui avaient essayé de me joindre. Et pour la première fois depuis le restaurant, le silence dans ma maison m'a fait l'effet d'un soulagement. Mais la paix ne dure pas longtemps quand quelqu'un a l'habitude de pouvoir vous joindre quand il le veut. Car le lendemain, Arthur a amené le chaos dans ma vraie vie. Je pensais que le bloquer suffirait. Je pensais que le silence enverrait le message que je n'avais pas envie de me répéter. J'avais tort. Le lendemain, j'étais sur un chantier, en train de câbler l'étage supérieur d'un nouvel immeuble de bureaux. Des poutres en acier, du béton apparent, le bourdonnement constant des outils. Un travail qui exigeait de la concentration, un travail qui ne laissait pas de place aux drames émotionnels. J'étais à la moitié de ma pause déjeuner quand mon chef d'équipe, Laurent, s'est approché, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Chloé » a-t-il dit prudemment. « Il y a un type dehors qui te demande. » Mon estomac s'est noué. « Un type » ai-je demandé en sachant déjà la réponse. « Ouais, il dit que c'est urgent. » J'ai regardé vers les clôtures temporaires qui séparaient le chantier du trottoir. Arthur se tenait là, dans son manteau parfaitement repassé, ses chaussures impeccables, son téléphone à la main comme un accessoire de théâtre. Il était assez intelligent pour rester en dehors de la zone de construction, mais assez près pour que tout le monde puisse le voir. Il attendait. J'ai expiré lentement. Dis-lui que je suis occupé. Laurent a hésité. Je l'ai déjà fait. Il a dit qu'il attendrait. Évidemment qu'il le ferait. Je sentais les regards sur moi maintenant. Mon équipe faisait semblant de ne pas fixer. La curiosité bourdonnait plus fort que les outils électriques. Ce n'était juste ni pour moi ni pour mon travail. J'ai marché vers la clôture, mes bottes crissant sur les graviers. Le visage d'Arthur s'est illuminé à la seconde où il m'a vu,
le soulagement inondant ses traits comme s'il avait gagné quelque chose. « Chloé » a-t-il dit rapidement. « Merci d'être venue. »« Tu ne peux pas être ici, » ai-je dit, gardant un ton neutre. « Ce n'est pas approprié. »« Je t'en prie, » a-t-il dit, 5 minutes. Je n'ai pas répondu. Ce que Margot a dit était complètement faux, s'est-il empressé d'ajouter. Je le lui ai dit. Quand, ai-je demandé. Il a légèrement hésité. Après. Je veux dire, plus tard dans la soirée. Donc, pas quand c'était important. J'étais sous le choc, a-t-il dit. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait dit quelque chose d'aussi horrible. Horrible, ai-je répété. Mais pas assez inexact pour que tu l'interrompes. Ce n'est pas juste. Toute mon équipe regarde cette conversation, ai-je dit doucement. Et tu essaies encore de débattre pour savoir si je méritais d'être défendu. Il a alors jeté un coup d'œil autour de lui, réalisant pour la première fois que les gens faisaient attention. S'il te plaît, a-t-il répété en baissant la voix. Allons juste prendre un café ou dîner ce soir, demain, quand tu voudras. Je ne veux rien, ai-je dit. C'est bien ça le sujet. Chloé, tu réagis de manière excessive. C'était la phrase de trop. J'ai senti quelque chose se briser. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste une rupture nette. J'ai été humilié publiquement, ai-je dit, et mon petit ami est resté silencieux. Je n'étais pas d'accord avec elle. Tu n'as pas montré ton désaccord non plus. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire. J'ai reculé d'un pas. Je ne suis plus intéressé à l'idée d'être ta leçon de vie. Ce n'était pas ça, a-t-il dit rapidement. Margot ne comprend pas notre relation. Elle l'a suffisamment bien comprise pour faire un discours dessus. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je n'abandonne pas notre histoire, a-t-il dit. Nous sommes plus forts qu'un stupide moment. Il n'y a plus de nous, ai-je dit calmement. Il y a juste toi qui réalises trop tard que tu as franchi une limite. Je me suis retourné et je suis retourné sur le chantier sans attendre de réponse. Je n'ai pas regardé en arrière. Il est resté encore 10 minutes, d'après Laurent. Puis il est parti. Ce soir-là, la pression est venue d'une autre direction. Sa sœur, Camille, m'a appelé. Nous nous étions rencontrés 2 fois. Au fait, lors de dîners décontractés. Elle m'avait toujours semblé raisonnable. Gentille, même. Chloé, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'en suis sûr. C'est Arthur qui me l'a dit. Ce que Margot a dit était totalement déplacé. Je suis d'accord. Il est effondré, a-t-elle continué. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il tient vraiment à toi. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine, les yeux fermés. Camille, ai-je dit, ton frère est resté assis là pendant que ses amis me réduisaient à une expérience sociale. Il s'est figé, a-t-elle dit. C'est ce qu'il fait sous la pression. C'est très pratique. Il était embarrassé. Oui, ai-je dit. Il l'était. Le silence s'est étiré entre nous. Tu penses vraiment qu'il te considère comme inférieur, a-t-elle demandé prudemment. J'ai ouvert les yeux. Ton frère a un master. Je travaille avec mes mains. Ses amis parlent de vignoble et de capital risque. Je bois de la bière après le travail. Ce n'est pas un problème, à moins que quelqu'un ne pense que c'en est un. Cela ne devrait pas compter si on aime quelqu'un. Ça comptait pour Margot, ai-je répondu. Et à en juger par l'ambiance dans la pièce, ça comptait pour plus de personnes qu'elle. Camille a soupiré. Alors c'est tout. Tu ne lui laisses même pas la chance de s'expliquer. Il a eu sa chance, ai-je dit. Samedi soir. C'était là. Après avoir raccroché, je me suis assise seule dans mon salon, le poids des 48 dernières heures m'écrasant. Une part de moi voulait croire qu'Arthur avait juste failli sur le moment, qu'il était choqué, qu'il ne le pensait pas. Mais une autre part de moi, la part qui avait vécu dans ces pièces avec ses amis, absorbant le jugement silencieux, savait très bien à quoi s'en tenir. Parce que le choc ne ressemble pas au silence. Le choc ressemble à l'instinct. Et son instinct avait été de se protéger lui-même de l'inconfort, et non de me protéger de l'humiliation. Le lendemain, Arthur a tenté quelque chose de nouveau, quelque chose de désespéré,
quelque chose qui franchissait tellement les limites que ça a effacé tout doute qui me restait. Mon téléphone a sonné au milieu de l'après-midi. C'était ma mère. « Chloé » a-t-elle dit lentement. « Je viens de recevoir un appel très étrange. » Ma poitrine s'est serrée. « De qui ? Ton petit ami ou ex-petit ami ? Un homme nommé Arthur. » J'ai fermé les yeux. Que voulait-il ? Il voulait que je te parle. Il a dit qu'il y avait un malentendu. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Je lui ai dit que je ne m'immisçais pas dans les relations de ma fille, a-t-elle répondu, et que le fait de m'appeler était inapproprié. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Bien. Mais, a-t-elle continué, je suis inquiète. Comment a-t-il même eu mon numéro ? Il t'a mentionné une fois, ai-je dit. Il a apporté des viennoiseries sur mon chantier. Il a passé des appels partout, a-t-elle dit. Il a retrouvé le bureau de ton chef d'équipe. Il pensait que c'était une urgence. Ce n'était pas romantique. C'était du contrôle déguisé en dévotion. Ma mère a fait une pause. Alors, a-t-elle dit, que s'est-il passé, Chloé ? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle ne s'est pas précipitée pour combler le silence. Puis elle a dit, tu as pris la bonne décision. Même s'il ne le pensait pas, ai-je demandé doucement. Surtout dans ce cas, a-t-elle répondu, parce que tu mérites quelqu'un qui est fier de toi à voix haute. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ce soir-là, alors que j'étais allongé dans mon lit à regarder le plafond, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS, d'un numéro inconnu. Chloé, c'est Margot. Je te dois des excuses. J'ai fixé l'écran. La curiosité l'a emporté, ai-je répondu. Et ce qu'elle m'a dit ensuite m'a fait tout remettre en question, encore une fois. J'ai failli ne pas répondre. Le nom de Margot sur mon écran était comme une écharde, petit, aiguisé, et irritant d'une façon qui m'empêchait de l'ignorer. Une part de moi voulait bloquer le numéro immédiatement et préserver les lignes nettes que j'avais tracées autour de ma vie ces derniers jours. Mais une autre part de moi, celle qui déteste les choses inachevées, voulait savoir. Alors j'ai tapé, moi, vas-y. La réponse est arrivée presque instantanément. Margot, ce que j'ai dit à mon anniversaire était mal. Complètement mal. J'étais ivre, frustré, et j'ai passé mes nerfs sur toi. Ça n'excuse rien. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. Il n'y avait pas encore de justification. Pas de non, mais, pas de langage édulcoré. Rien que cela m'a surprise. Je n'ai pas répondu tout de suite. 5 minutes ont passé. Puis un autre message. Margot, j'ai parlé à Arthur hier. Il m'a dit à quel point c'était sérieux entre vous. Il avait prévu de te présenter à ses parents à Noël. J'ai fixé cette ligne plus longtemps que je n'aurais dû. Me présenter à ses parents. C'était une information nouvelle. Si c'était vrai, cela compliquait les choses d'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Moi, drôle de façon de le montrer. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Margot, tu as raison. Je n'ai aucune défense pour la façon dont c'est sorti. Je projetais ma propre situation sur la vôtre. Moi, quelle situation ? Il y a eu une pause cette fois, assez longue pour que je pose mon téléphone, que je me serve un verre d'eau et que je regarde par la fenêtre de la cuisine pendant que mes pensées tourbillonnaient. Quand le téléphone a vibré de nouveau, je l'ai ramassé lentement. Margot, mon ex avait l'habitude de parler de sa relation précédente comme sortir avec quelqu'un d'un milieu inférieur. Il le disait tout le temps. Je suppose que ça m'est resté dans la tête. Et quand je vous ai vu, Arthur et toi, j'ai comblé les vides qui ne me regardaient pas. Je me suis appuyé contre le comptoir. Donc, l'expression venait bien de quelque part, mais pas d'Arthur. Moi, tu m'as qualifié d'expérience devant 12 personnes. Margot, je sais, et je me déteste pour ça. Je rejoue la scène en boucle depuis ce soir-là. Moi, alors pourquoi l'as-tu dit ? Sa réponse a mis plus de temps à arriver. Margot, parce que je suis snob, parce que j'étais amer et parce que je pensais faire de l'esprit au lieu d'être cruel. J'ai fermé les yeux. Il y avait quelque chose de troublant dans l'honnêteté de cette phrase. Margot, Arthur n'a jamais rien dit de négatif sur toi. Jamais.
Il parle constamment de toi, de la façon dont tu as les pieds sur terre, de la façon dont c'est différent d'être avec toi. Différent. Encore ce mot. Moi, alors pourquoi ai-je l'impression d'être une bête de foire quand je suis avec toi et tes amis? Sa réponse est arrivée plus lentement, plus délibérée. Margot, parce que nous n'avons pas l'habitude des gens qui ne jouent pas un rôle. C'est notre problème, pas le tien. J'ai posé le téléphone et je me suis frotté les tempes. Je voulais la croire. Vraiment. Parce que si Margot était juste ivre, juste amère, projetant juste ses propres problèmes, alors peut-être que toute cette histoire était un affreux malentendu. Peut-être que j'avais détruit une vraie relation à cause de la cruauté de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, un autre souvenir a refait surface. 2 semaines avant le dîner d'anniversaire, Arthur avait suggéré un week-end à Bordeaux. J'avais cherché les prix des visites de vignobles et j'avais ri. C'est bien au-dessus de mon budget. Il avait souri et dit, « Je peux payer si tu ne peux pas. » À l'époque, j'avais trouvé ça généreux. Maintenant, je me rappelais le regard qui avait suivi. Pas de l'inquiétude, mais du calcul. Ensuite, il y a eu la fête de fin d'année de son entreprise le mois dernier. Son patron avait fait une blague sur les ouvriers qui se plaignent de l'inflation. Tout le monde avait ri. Arthur avait changé de sujet. Il ne m'avait pas défendu, il ne l'avait pas corrigé, il avait juste détourné la conversation. Il y a 3 semaines, Arthur m'avait suggéré de suivre des cours de formation continue. Juste pour garder tes options ouvertes, avait-il dit. Tu n'as pas envie d'évoluer? Quand je lui avais dit que j'adorais mon travail, il avait hoché la tête comme quelqu'un qui fait preuve d'indulgence face à une phase passagère. Aucun de ces moments n'était dramatique en soi. Mais ensemble, ils formaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Mon téléphone a de nouveau vibré. Margot, je sais que tu ne me dois rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais tort sur toute la ligne. J'ai tapé lentement. Moi, j'apprécie tes excuses. Elle a répondu immédiatement. Margot, quoi qu'il arrive entre Arthur et toi, j'espère que tu sais ceci, ce que j'ai dit n'était pas la vérité. C'était ma propre laideur, pas ta réalité. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Puis j'ai posé mon téléphone face contre la table et je suis allé dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, car pour la première fois depuis le restaurant, le doute s'était immiscé. Et si Arthur ne l'avait vraiment pas pensé? Et s'il me considérait vraiment comme son égal, mais avait échoué au pire moment possible? Et si je jetais quelque chose de réel parce que je n'arrivais pas à passer outre un silence? Au matin, ma détermination me semblait plus fragile que la veille. Et ça me faisait peur, parce que le respect de soi n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est silencieux. Parfois, ça vacille. Parfois, ça vous demande de choisir entre la solitude et la familiarité. Arrivé à mercredi, je savais que je ne pouvais plus rester dans l'incertitude. J'avais besoin d'une réponse. Pas de Margot, pas de sa sœur, pas de ma mère, d'Arthur. Alors je l'ai appelé et j'ai décidé de lui poser une question. Juste une. Une question qui n'autorisait ni discours, ni promesses, ni grands gestes. Une question qui me dirait tout ce que j'avais besoin de savoir. Arthur a décroché à la première sonnerie. Chloé, a-t-il dit d'une voix haletante, comme s'il avait retenu son souffle depuis samedi soir. Je suis tellement content que tu appelles. Je n'appelle pas pour me réconcilier, ai-je dit. J'appelle pour mettre les choses au clair. Je comprends, a-t-il dit rapidement. Ce dont tu as besoin. Je répondrai à tout. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone collé à l'oreille, fixant la petite fissure sur le mur au-dessus de l'évier. Une fissure que je comptais réparer depuis des mois. Quelque chose de mineur, de sincère, quelque chose qui ne prétendait pas être parfait. Avant le discours de Margot, ai-je demandé, avais-tu déjà considéré notre relation comme le fait de sortir avec quelqu'un d'un milieu inférieur? Le silence à l'autre bout n'a pas été long, mais il l'a été suffisamment. Non, a-t-il dit, puis il s'est corrigé trop vite. Je veux dire, pas comme ça. Ce n'était pas un oui ou un non, ai-je répondu. Il a soupiré. Chloé, je pense que tu prends la formulation trop au pied de la lettre. As-tu déjà pensé que j'étais en dessous de ton niveau, ai-je redemandé, plus lentement cette fois. Même une seconde au début? Une autre pause, plus infime, plus prudente.
Peut-être a-t-il fini par dire. Au début, je me suis demandé si nous étions compatibles sur le long terme parce que nous venons de mondes si différents. J'ai fermé les yeux. C'est la même chose, ai-je dit. Non, ça ne l'est pas, a-t-il insisté. Différent ne veut pas dire inférieur. Si, ça l'est, quand l'un des mondes est traité comme la norme et l'autre comme une exception, ai-je dit. Tu ne t'es pas demandé si tu serais assez bien pour moi. Tu t'es demandé si j'étais assez bien pour toi. Ce n'est pas juste. C'est exact, Arthur. Ça a changé, a-t-il dit rapidement. Il y a des mois de ça. Je suis tombé amoureux de toi. Je le crois, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais un amour qui a besoin de temps pour arrêter de hiérarchiser les gens n'est pas le genre d'amour que je veux. Il s'est précipité. Je couperai les ponts avec Margot. Je prendrai mes distances avec quiconque te manque de respect. Je te présenterai à mes parents ce week-end. On peut emménager ensemble. Je ferai tout ce que tu veux. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, ça, c'est la panique qui parle. C'est de l'engagement. C'est de la peur, ai-je corrigé. La peur de perdre quelque chose qui te faisait te sentir différent, pas la peur de me perdre, moi. C'est faux. C'est vrai, ai-je dit doucement. Parce que quand j'ai eu besoin que tu me choisisses devant une pièce pleine de gens, tu as choisi le silence. Je me suis figé et j'en paie le prix. Il n'y avait plus rien à dire. Arthur, ai-je continué, je ne veux pas être avec quelqu'un qui a dû apprendre que j'étais digne de lui. Je veux quelqu'un qui part de ce principe dès le départ. Il n'a pas argumenté après ça. Sa voix s'est brisée. Alors, c'est fini. Oui. Alors j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te correspondra dès le premier jour, a-t-il dit. J'ai failli rire. C'est déjà fait, ai-je répondu. C'est moi. J'ai mis fin à l'appel. Partie 6. Partir est la meilleure vengeance. Ça fait une semaine. Plus d'appels, plus de visites surprises, plus de fleurs. Soit Arthur l'a enfin accepté, soit il a trouvé quelqu'un qui s'intègre plus proprement dans son monde. Quelqu'un dont la présence ne remettrait pas en question ses amis ni ne le forcerait à confronter des hiérarchies inconfortables. Je ne me demande pas quelle option c'est. Hier, j'ai déjeuné avec mon amie Inès, une autre artisane que je connais depuis des années. Nous étions assises au fond d'un bistrot typique, des menus tachés de graisse et un café fort entre nous. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, j'aurais pu te le dire il y a des mois. J'ai haussé un sourcil. À propos de quoi? Cet homme ne t'a jamais regardé comme une égale, a-t-elle dit. Il te regardait comme si tu étais fascinante, comme si tu étais rafraîchissante, mais pas comme si tu avais ta place dans sa vie à long terme. Tu avais remarqué ça? Elle a ricané. Nous l'avions tous remarqué. Cela a apaisé quelque chose au fond de ma poitrine, parce que parfois, la clarté ne vient pas de la personne qui vous a blessé. Elle vient des personnes qui l'avaient vu venir. Je ne déteste pas Arthur. Je ne déteste même pas Margot. Je lui suis reconnaissante, car son toast m'a fait gagner des années. Il m'a montré à quoi auraient ressemblé 10 mois ou 10 ans de plus. Moi, me demandant constamment si j'étais assez bien. Moi, me faisant toute petite dans des pièces où j'avais tout à fait le droit de me tenir la tête haute. La vengeance n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été dramatique. C'était de partir. C'était le refus d'être la leçon de quelqu'un. Arthur a reçu son éducation sur ce qu'il ne voulait pas. Il s'avère qu'il ne veut pas d'une femme avec assez d'amour-propre pour partir quand on lui manque de respect. C'est très bien, car la prochaine fois, je choisirai quelqu'un qui considère que sortir avec moi est une élévation, pas un compromis.